Bonjour. Suite à la demande de plusieurs personnes qui m'ont contacté, je voudrais faire une série de vidéos qui expliquent MATLAB de A à Z. On va commencer par les choses de base. Petit à petit, on va parler des tout. On va parler des calculs formels, des calculs symboliques. On va parler des différentes commandes qui concernent les matrices, qui concernent les graphes, qui concernent le calcul mathématique, calcul intégral, résolution des équations différentielles. Et puis les différentes programmations, l'écriture de code. Donc, on va finir avec cette série des séances, je pense entre 9 à 10 vidéos. On va finir avec une bonne base en MATLAB. Mais il faut dire, le codage et tout ça, c'est une question de pratique. Donc, une fois vous avez tout regardé, vous avez essayé d'accompagner, d'exercer, d'appliquer, parce que la méthode que j'ai choisie, c'est de faire à travers des exercices et des applications directes. Et là, après, plus vous exercez, plus vous travaillez, vous pratiquez, plus vous améliorez votre niveau. Donc, pour commencer, MATLAB, on peut le travailler en ligne, il n'y a pas besoin de downloader. Hein, il suffit d'aller sur cette adresse-là et vous tombez sur une telle page après avoir créé un identifiant et un mot de passe, c'est-à-dire votre espace. Et là, j'ouvre MATLAB, donc MATLAB Online. Et là, sur MATLAB, il y a cette fenêtre-là, c'est une fenêtre des calculs d'exécution. Après, vous pouvez créer en faisant New Script, vous créez un domaine où vous pouvez écrire un code pour l'exécuter dans cette partie-là. Pour le moment, je ne vais pas parler des codes. Donc, je vais introduire MATLAB petit à petit. La première chose, il faut dire que lorsque vous écrivez dans la partie exécution, pardon, tout ce que vous écrivez entre deux apostrophes, c'est quelque chose que MATLAB ne comprend pas. Il va vous le reproduire hein, tel qu'il est. Donc, c'est quelque chose que vous écrivez par vous-même, pour vous-même. Par exemple, moi, j'apprends MATLAB comme ça, entre deux apostrophes, c'est pas trois apostrophes. Et voilà, il le reproduit tel qu'il est. Donc, souvent, on utilise euh, des phrases entre des apostrophes pour nous, hein, pour expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire. MATLAB reconnaît les opérations de base, c'est-à-dire l'addition plus, la différence moins, la multiplication étoile, la division slash et la puissance qui est le chapeau ici. Donc voilà un exercice. Tapez 1 plus 1, tapez 1,2 moins 3, donc il y a différentes opérations qu'on va faire. Donc si je fais 1 plus 2, donc si je fais 1 plus 2 et Enter, j'obtiens 3. Donc 1 virgule, la virgule bien sûr c'est point, c'est anglo-saxonne ou américain. Moins 2,4, vous obtenez voilà, des valeurs, décimales, comme vous voyez. Hein, la multiplication, la puissance, donc 2 puissance 3, ben, c'est 8. 3 divisé par 4, 0,75, ainsi de suite. Ainsi de suite. Vous voyez, il y a quatre chiffres après la virgule. Toujours, on verra plus tard pourquoi. Par contre, il y a une différence entre les calculs 1 cinquième moins 2 tiers et moins ce même calcul avec SIM. SIM, c'est-à-dire calcul symbolique. Regardez la différence. Lorsque je fais un demi moins un tiers, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une valeur décimale, hein, une valeur numérique, une valeur approchée. Mais si je veux faire obtenir une fraction avec un dénominateur commun,
il faut utiliser sim, c'est-à-dire symbole. Un demi moins un tiers. Et là, je vais obtenir une fraction, 1/6. Donc, pour avoir une fraction qui a la valeur exacte, j'utilise sim. Sinon, pour les valeurs numériques, les valeurs décimales, j'écris sans sim. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Pour un exercice de pratique là, calculer ces valeurs-là, 2 sur 5, par exemple, si je regarde ça, 2 sur 5 sur 7, 7 tiers moins 5 neuvièmes, comment j'écris en MATLAB? En MATLAB, j'écris, voilà, 2 sur 5 divisé par exemple, un tiers moins 4 cinquièmes. Donc, le fait de mettre entre parenthèses, ça devient le dénominateur. Tout ça, ça devient le dénominateur. J'ai un seul dénominateur. Et le 2 sur 5, aussi entre parenthèses, c'est le numérateur. Et on obtient cette valeur. Bien sûr, je peux utiliser sim pour cette valeur. En fait, pour reproduire la même commande, vous appuyez sur flèche, hein, la flèche que vous avez qui monte vers le haut. Ça vous reproduit la même commande que vous avez faite avant. Hein. Si j'ajoute sim pour tout ça, hein, dans l'objectif d'obtenir une fraction, j'obtiens moins 6 sur 7. Voilà donc tout ce qui est calcul, tout ce qui est addition, soustraction, multiplication, puissance, division, comme la calculatrice. Il y a la partie, disons, les expressions logiques. Vous savez, c'est quoi les expressions logiques? Le tableau logique, c'est quoi? Une proposition, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Vraie, je la mentionne par un. Fausse, je la mentionne par zéro. Donc, nous avons, si vous avez deux assertions, deux propositions P et Q, donc ça peut être vrai ou faux. Q, ça peut être vrai de sorte que P et Q sont vrais, hein, P vrai, Q vrai, ou bien P vrai, Q n'est pas vrai, ou bien P est faux, mais Q est vrai, ou bien P est une proposition fausse et Q est une proposition fausse. Donc, ce sont toutes les possibilités pour deux propositions. Soit les deux sont vraies, soit pour la première vraie, la seconde non, soit la première non, la seconde oui, soit les deux ne sont pas vraies. Et après, si je vais voir quand est-ce que P et Q sont vrais, P et Q se symbolisent par ça. La proposition P et Q est vraie si les deux en même temps est vrai. Si l'un d'elles n'est pas vrai, alors P et Q est une proposition fausse. Donc P et Q est une proposition vraie si les deux sont vrais et elle est fausse. Sinon, le P au Q, P ou Q, hein, ça c'est et, ça c'est ou. Le ou, c'est si l'un au moins est vrai, alors P ou Q est une proposition vraie. C'est-à-dire, si je trouve dans une des deux colonnes, alors ça c'est un. Donc, P ou Q est vrai si l'un est vrai. Donc, soit P, soit Q est vrai, ça donne vrai. Ben, figurez-vous que les deux sont vrais. Donc, c'est bon. P est vrai, Q fausse. Donc, l'un des deux est vrai, alors P ou Q devient vrai. Aussi, P fausse mais Q vrai, donc l'un d'elles est vrai, alors P ou Q devient vrai, ben les deux sont fausses, donc P ou Q est fausse. Il y a une différence avec le ou exclusif, ce qu'on appelle en MATLAB XOR. XOR, c'est-à-dire les deux sont vrais, c'est-à-dire P ou Q est vrai, si P est vrai seul ou Q est vrai seul, mais pas les deux. Donc là, ça c'est faux. P est vrai seul, alors ceci est vrai. Q est vrai seul, alors ça c'est vrai. Sinon, c'est faux. Ça s'appelle exclusif. Il faut que une et une seule soit vraie pour dire
que ça ou ça est vrai. Hein. Ça, c'est le ou exclusif. La négation d'une proposition. Hein. Donc, la négation est notée comme ça, c'est non P. Hein. Non P. Non P est vrai si P est faux. Hein. Non P est faux si P est vrai. C'est l'inverse de P. Donc, quand P c'est un, non P c'est 0. Hein. Quand P 1, c'est 0. Et quand P est 0, l'autre non P c'est 1. C'est à l'inverse de P. Hein. Bien sûr, lorsque vous faites la négation de P et Q, ça, c'est la négation de P ou la négation des Q. La négation de P ou Q, ça, c'est la négation de P et la négation, c'est-à-dire la négation de ou, c'est de E, c'est ou, et la négation de ou, c'est E. Voilà. MATLAB comprend ça. Cette logique, MATLAB la comprend. Par exemple, si vous tapez un plus grand que 2 et 5 égale 1, dans l'expression logique légale, c'est double égal en MATLAB. Les et, c'est le end. Hein? Le end. Le or, c'est ça le or. Hein? C'est la slash verticale. Tilde, c'est la négation, c'est le non. XOR, c'est le ou exclusif. D'accord? Ça, c'est le ou normal. Hein? Donc, en MATLAB, les E, c'est que j'ai noté ça. La slash comme ça, c'est le ou. Hein? La slash comme ça, c'est le ou que j'ai noté comme ça. Ça, c'est la négation que j'ai notée comme ça. Et l'exor, ben, c'est l'exor que j'ai donné tout à l'heure. J'ai noté XOR. Hein. Et on a ceux qui notent comme ça. Ils notent P, pas P XOR Q. Ils notent, bon, j'ai fait mon curseur, P ou Q comme ça, avec tiré comme ça. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'une seule proposition soit vraie pour que P XOR Q soit vrai. Donc, lorsque je tape une expression logique, MATLAB va me donner soit un, soit 0. Si c'est vrai, alors c'est un. Si c'est faux, c'est 0. Lorsque je tape un plus grand 2 et 5 égale à 5, ben 5 égale à 5 est vrai. Mais un plus grand que 2, c'est faux. Ben, si un de 2 est faux, alors le E devient faux. Hein. Regardez, le E devient faux quand hein, un est vrai et l'autre fausse. Ben, ça devient faux. Hein, comme ça, comme cette ligne ou comme cette ligne. Donc, si une des deux propositions est fausse, le E devient faux. Hein. Je vais écrire ça sur MATLAB. Donc, je vais lui dire un plus grand que 2 et 5 égale à 5,0. Donc la deuxième est vraie, mais la première est fausse. Ce qui fait que le E va être quoi? Va être faux. Donc il m'a donné 0. Par contre, si c'était ou, il aurait donné vrai. C'est-à-dire, je vais taper la même chose, mais au lieu de E, je vais mettre le ou. Le ou, je vais mettre le ou quoi? Le ou qui est cette barre verticale. Et là, il me donne que c'est vrai. Hein? Parce que si l'une d'elles est vraie, alors ceci est vrai. Hein? Si vous faites XOR, bon, je vais écrire ça tel qu'il est. Je vais écrire ça tel qu'il est. Donc, virgule, je vais mettre XOR, ça ou ça. Hein. Puisque une et une seule est vraie, alors il va me donner quoi? Il va me donner que c'est vrai. Hein. Si je mets deux qui sont vrais, hein, par exemple, si je mets un égal, ou bien 2 plus grand que 1, 2 plus grand que 1, c'est qui est vrai. Et 5 égale à 5, les deux sont vrais. Quand les deux sont vrais, l'exor devient faux. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'exor, c'est exclusif. Il faut qu'une et une seule soit vraie pour que ça marche. Si le deux c'est vrai, alors c'est pas bon. Donc, la négation, par exemple, la négation, si je prends, par exemple, un plus grand que 2, hein, négation, c'est tilde.
Un plus grand que 2. Je sais qu'un plus grand que 2 est faux. Alors la négation de un plus grand que 2, c'est vrai. Hein? Non un plus grand que 2, c'est-à-dire 2 plus grand que 1. C'est vrai. Ça va me donner vrai. Donc il m'a donné un. Hein? Voilà, ça c'est pour l'expression logique. Donc MATLAB comprend aussi l'expression logique. Donc on a introduit les opérations élémentaires, on a introduit les expressions logiques. Maintenant, le constant aussi, il reconnaît le constant mathématique comme le I complexe. Les mathématiciens utilisent I et les physiciens utilisent J. Alors pour lui, I et J, c'est pareil. Hein. C'est le nombre complexe dont le carré égale à moins un. Pi, c'est le 3,14, etc. Exponentielle 1, c'est le 2,7, etc. C'est des nombres qu'il connaît et on va le tester. Hein. Je fais pi, et ben il connaît pi. Je fais exp 1, exponentielle 1, il connaît exponentielle 1. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a dit le i au carré. Le i au carré, donc i étoile i, il va me donner moins un. Ou bien, si je fais i au carré comme ça, il va aussi me donner moins un. Si je fais j étoile j, hein, comme le physicien utilise j, parce que le i chez les physiciens, c'est le symbole du courant, l'intensité du courant, alors ils ont utilisé j pour le complexe. Sinus pi. Remarquez entre 1 sur sinus pi, 1 sur sinus pi. Sinus pi et 1 sur sinus sim pi, la valeur symbolique de pi. Regardez la différence. Si je fais 1 divisé par sinus sim pi, hein, là vous savez que sinus pi c'est 0. Et vous savez que 1 sur 0 c'est infini. Si je fais comme ça, il va écrire infini, infini. Par contre, si je l'écris sans le sim, hein, sans le sim, 1 sur sinus pi, il va me donner la valeur numérique de l'infini. Et la valeur numérique de l'infini, c'est la plus grande valeur que l'ordinateur comprend. Hein? Parce que l'ordinateur, il a un plus grand nombre et il a un plus petit nombre. Pour lui, c'est ça l'infini. C'est le plus grand nombre qu'il arrive à lire. Et son plus grand nombre, c'est voilà, c'est 8,1656 à la puissance 15. C'est ça pour lui l'infini. Donc, pour avoir une vraie logique, hein, vous dites 1 sur sinus sin pi, sin pi, symbolique. Il y a des fonctions qui sont très définies. Comme vous voyez, l'exponentielle, log, c'est le len. Hein, log, c'est len. Lorsque vous dites log 10x, c'est log à base 10. Hein. Log 10x, c'est log à base 10x qui est par définition len x sur len 10, par définition. X à la puissance n, square la racine carrée, abs, la valeur absolue, sin, il vous donne 1 si x est positif, et il vous donne moins 1, il vous donne 0 si x négatif. Et puis sinus x, cosinus x, tangente x, arc sinus hyperbolique, sinus cosinus hyperbolique, la même chose pour les fonctions inverses aussi. On va essayer quelques fonctions. Hein. Par exemple, si vous essayez exponentielle 2, si vous essayez log exponentielle 1, il va vous donner 1, n'est-ce pas? Si vous essayez log de 1, il va vous donner 0. Si vous essayez log 10 de 2, c'est log à base 10, c'est pas le len. Alors avant, on faisait len. 1, arc sinus 1. L'angle dans le sinus égale à 1, c'est quoi? C'est 1,5. Si j'essaye de faire arc, arc, sinus, sin,
Qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner pi sur 2. Il ne me donne pas une valeur numérique. Donc là, on a compris, lorsque je te dis sim, il me donne la valeur, hein. Ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des fonctions qui sont prédéfinies. Si vous dites abs, c'est-à-dire valeur absolue de moins 3, hein, elle va vous donner quoi? Elle va vous donner 3. Valeur absolue de moins 3. Squared, racine de 4, racine carrée de 4, c'est 2. Hein. Ainsi de suite. Sinus hyperbolique aussi. Hein. Sinus hyperbolique, par exemple, le cosinus hyperbolique de 0, hein, qui est 1. Cosinus hyperbolique de 0, c'est 1. C'est le CH de 0. 1. Hein, c'est la fonction hyperbolique. De même, si je vais utiliser la fonction inverse, je fais A cos H. On pourra également utiliser les fonctions d'arrondi. Fonction d'arrondi round x. Round x, il vous donne la valeur la plus proche de x. Floor x, il vous donne la partie entière. Je répète, round x, il vous donne l'entier la plus proche de x. Floor x, il vous donne la partie entière supérieure de x. Et say x, c'est la partie entière inférieure de x. C'est-à-dire lorsque j'ai x égale 1,53. Et lorsque je fais round x, hein, round x, il me donne l'entier le plus proche, ben, il est plus proche à 2 que de 1. Donc il va me donner 1. Lorsque je lui dis floor x, il me donne la partie entière supérieure. Donc ça, c'est le 1,53. Il est compris entre 1 et 2. La valeur entière supérieure, c'est le 2. La valeur entière inférieure, c'est le 1. Donc floor, c'est 2. Et say x, c'est la partie inférieure. La partie entière inférieure, c'est 1. On exécute ça ensemble. Je dis x égale 1,53 et je lui dis calcul floor x, il va me donner 2. Je lui dis seuil x, il va me donner 1. Seuil x, il va me donner 2. Et qu'est-ce qu'on a dit comme seuil x, il va me donner 1 et floor x, il va me donner 1. Hein, attendez. Seuil x doit me donner arrondi par excès. Hein, arrondi par excès, hein, excusez-moi. Seuil x, c'est arrondi par excès. D'accord, donc bon. Et floor arrondi par défaut. Donc, floor x, c'est 1, donc c'est l'inverse de ce que j'ai dit. Hein. C'est l'inverse de ce que j'ai dit. Floor, c'est la partie entière inférieure. Hein. C'est la partie entière inférieure. Et seuil, c'est la partie entière supérieure. Donc, ça, c'est par excès. Et floor, c'est par défaut. Hein. C'est l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. Pardon. Lorsque vous dites deux entiers, vous avez deux entiers mn et vous faites mn, c'est-à-dire c'est le reste de la division de m par n. Hein. C'est le reste de la division de m par n. Là, vous pouvez voir si c'est divisible ou pas, par exemple. Si je fais m 4, 2, bah, vous allez trouver 0. Hein, le reste de la division, hein, vous faites 43 par 2, le reste c'est 1. Donc c'est le reste de la division d'un nombre par un autre. On l'utilise aussi si vous faites, si c'est pas, si vous faites nombre avec le 1. Bien sûr, ça va donner 0. Hein. Mais si vous faites avec virgule, hein, 2,3 avec le 1, il vous donne la partie décimale. Il vous donne les 0,3. Hein, il vous donne les 0,3. Hein, donc, si c'est un entier avec le 1, ben, le reste de division d'un entier par 1, ben, c'est 0. Mais si c'est avec décimale, il vous donne la partie décimale. LCM, list common multiple, c'est-à-dire le plus petit commun multiple, le PPCM, le plus petit commun multiple. Lorsque vous avez
Lorsque vous avez par exemple 4 et 6. Le plus petit commun multiple entre les deux, c'est les 12, hein, PPCM. Donc, lorsque vous faites LCM, List Common Multiple, de 4 et 6, vous obtenez 12. Lorsque vous faites Greatest Common Divisor, PGCD, plus grand commun diviseur. Hein, Greatest Common Divisor. Voilà, le PGCD de, je ne sais pas, de 4 avec 22. Eh ben, c'est les deux. Hein. Le PGCD de ces deux nombres, c'est deux. Hein, GCD, PPCM, PGCD, PPCM. Voilà. Reminder, on a compris. LCM, GCM. Factor, il vous donne la partie, les facteurs premiers. Hein. Lorsque vous dites factor 8, par exemple, il va vous donner 2, 2, 2. Hein, 2 fois 2 fois 2, il vous donne 8. Hein. Facteur, je ne sais pas, 81, par exemple. Ça, c'est 3 à la puissance 4. Facteur 121, par exemple. Ça, c'est 11 au carré. Facteur, disons, 242. Là, c'est 2 fois 11 au carré, hein? 2 fois 11 au carré. Vous savez, avec la factorisation en nombre premier, on peut trouver le PGCD et le PPCM. Voilà. Deux petits exercices là, vous pouvez les essayer, hein. Donc, calculer ln exponentielle a. Hein, ben, ln, donc vous devez écrire log, non pas ln. Log 10, vous écrivez log 10 et 10, ainsi de suite. Voilà, vous essayez de faire les calculs de PGCD, de PPCM, de ces nombres-là. Après, en complexe aussi, il y a quelques commandes qui sont connues, prédéfinies, comme le conjugué de Z, c'est-à-dire le Z de barre. Si je donne, vous savez, le conjugué de Z, A plus IB, Z égale A plus IB, conjugué Z bar, c'est A moins IB. Hein, ce sont deux nombres symétriques, hein, deux points symétriques par rapport à l'axe des X. Donc, si je fais conj un plus I, il va me donner un moins I. Hein, il me donne un moins I. Abs, abs d'un nombre complexe, c'est le module. Hein, module d'un nombre complexe, module de Z qui est racine carrée A au carré plus B au carré. Vous savez, le nombre complexe, c'est un point. Et le module de Z, c'est la longueur de ces vecteurs. Hein. Donc, si je prends Z égale 1, parce que le 1 maintenant c'est bien défini. 1 c'est quelque chose qui est égal à un moins i. Donc là j'appelle z égale 1. Donc z c'est un moins i. Et si je cherche abs z, c'est module de z, c'est racine de un au carré plus un au carré. C'est racine de 2. Hein? Racine de 2, 1,41. Angle, angle c'est l'argument. Hein? L'argument. Vous savez, le 1 moins i, la z, Z, il est, bon, je reviens ici. Vous savez, Z, si je prends un moins I, c'est-à-dire l'abscisse c'est 1 et l'ordonnée c'est moins 1. C'est ça, un moins I. Donc, le nombre complexe, il est là. Il est sur la deuxième bissectrice. L'angle, c'est moins pi sur 4. Hein. Moins pi sur 4, ou si j'utilise cette configuration-là, ça va être 3 pi sur 2 plus pi sur 4. Hein. Ça dépend où on détermine delta. Donc, si je lui dis angle Z, angle Z, c'est-à-dire l'argument, hein, voilà, moins pi sur 4. Je ne sais pas si il me le donne, si je lui écris angle, je vais essayer, hein, je ne sais pas. Si j'écris sim Z, est-ce qu'il me donne moins pi sur 4? Oui, il me donne moins pi sur 4. Hein?